Salut les Gones, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Gonecast, saison 3, épisode 6, si je dis pas de bêtises. On est de retour après 2 semaines d'absence. La semaine dernière, on a eu la trêve internationale, donc pas assez de sujets pour qu'on puisse débattre tous ensemble, mais ça y est, l'Olympique Lyonnais est de retour en Ligue 1 avec une victoire, donc on va pouvoir en débattre tous ensemble. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour que vous puissiez un peu rentrer dans le débat. Je vous invite également à réagir sur le Twitch. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, on essaiera de les lire tous ensemble afin de vous faire participer un peu plus au débat. Aussi bien sur Twitch qu'avec le hashtag Gonecast sur Twitter. N'hésitez pas à réagir aussi là-dessus, on lit bien évidemment. N'hésitez pas aussi à réagir aussi avec le hashtag Gonecast aussi pour une partie de l'émission que je vais vous expliquer tout à l'heure. En fait, on va essayer de vous faire participer au débat encore plus que d'habitude, c'est-à-dire que vous allez nous proposer vos sujets de débat et on va essayer de débattre simplement. Juste avant de vous présenter le programme de ce soir, j'avais promis à la famille de le faire en émission. J'ai pas eu la chance de le faire la semaine dernière. Juste, voilà, cette émission est dédiée à Noah qui nous a quittés il y a un peu plus de 2 semaines dans un terrible accident de voiture. J'avais promis à Reynald ainsi qu'à toute sa famille, Reynald c'est son papa, de lui dédier cette émission. Donc voilà, c'est chose faite. Le programme de cette émission tout de suite. Alors en premier, on va, comme d'habitude, revenir sur la dernière confrontation contre Strasbourg, gagné 3-2. 3-0 à la mi-temps et malgré ça, Lyon arrive quand même à gagner dans la douleur. Donc voilà, c'est génial. Comme je vous ai dit en deuxième partie d'émission, on vous fera débattre dans l'émission. Encore une fois, je vous invite à réagir avec le hashtag Gonecast, à nous poser des questions si jamais vous voulez rentrer dans le débat. On va essayer d'en discuter tous ensemble avec nos intervenants ainsi que notre invité du soir que je vais vous présenter dans une petite seconde. Et pour finir le match, simplement, le pronostic du prochain match, OL qui recevra bien sûr Monaco. Mes invités de ce soir, alors je vous dis tout de suite, j'ai même pas de vanne. Là ce soir on est en freestyle complet. Là voilà, ils vont être bien contents parce qu'à chaque fois qu'ils sont là, je les termine et au final ils sont dégoûtés. Non, là ça va, tout va bien se passer. Heureusement, mon premier intervenant de la soirée, c'est Olimas. Bonsoir Olimas. Bonsoir à tous. C'est un grand Comment ça plaisir va, d'être là, Oli après une belle victoire. Olimas, t'as regardé le match 2 fois, toi. Ah, je balance. Ouais. Je balance. Ouais. Ah, je balance. On va dire que la première fois, j'ai regardé un peu de travers. Et puis, bon, je me suis dit, cet après-midi, je vais me faire la deuxième fois le match pour analyser vraiment la tactique de Rudy Garcia. Et voilà. Et bah écoute, j'espère que t'as une bonne analyse à nous sortir parce que ça va être compliqué. Analyser la tactique de Rudy Garcia, il en a une, hein. Il en a une sur ce match. Il en a une. Bon, c'est pas forcément celle que mais elle est un peu brouillon, quoi. Ouais. C'est pas bon. On en reparlera. Mon deuxième intervenant de la soirée, il est venu plusieurs fois. Il est là ce soir. C'est Yaman. Salut Yaman. Salut Marwan, salut tout le monde. Comment ça va, frérot? Ça va bien. Après une petite période de Covid compliquée, là, ça va mieux. Merci. Ah ouais. Ça va mieux. Un petit moment. Non, parce que comme quelqu'un qui a eu le Covid, quoi. Ouais, voilà. Non, parce que Yaman, il est mignon. Moi, j'ai eu des problèmes de santé il y a pas longtemps. Et direct, en off, il me demande alors, ça va mieux. Et moi, je dis ouais. Et on enchaîne. Et moi, je ne demande rien du tout. Bon, ça va mieux alors. Ah bah, ça va mieux. Eh ben, c'est le principal. Et il n'y a pas que lui qui va bien. Il y a notre invité du soir. Alors lui, il est partout. Il est sur le Club des 5. Il est sur Winamax. Quand on quitte les émissions, il est sur Twitter. Il est partout. C'est insupportable. C'est Yanis LB. Comment ça va, Yanis? Ça va très très bien. Enfin, une victoire, donc on va dire qu'on va la prendre, mais ça va bien et je suis ravi d'être avec vous. Notamment 2 personnages que je connais très bien dans cette émission. On n'a pas fait l'équipe par hasard. On savait que tu étais là, on s'est dit c'est obligé, on va te mettre ces 2-là parce que voilà, c'est il y a des compositions d'équipe pensées à Lyon. Ah bah là, attends. Et les automatismes. Ah, ça joue dans les petits espaces là. Là, ça joue qu'en une 2 là. On va dire ça. Ça joue qu'en une 2 là. Par contre, j'ai pas revu l'émission, le match une deuxième fois, moi. Je suis pas comme Olivier. Ouais. Et après, on parle de quelqu'un qui regarde les matchs de l'équipe féminine tous les week-ends, donc c'est quelqu'un qui a de la volonté.
C'est comme- Ouais, mais c'est pas bien de balancer ça. pour intégrer le podcast, faut regarder l'émission 2 fois. Donc merci Yanis d'être passé. Tu repasses quand tu veux. Alors voilà. Les gars, on va plonger dans le vif du sujet. Déjà, très content de te recevoir Yanis. ça. On va s'y mettre tout de suite. Voilà. L'OL qui gagne enfin un match. C'est assez ouf de dire ça parce que Lyon n'avait pas gagné depuis le 28 août. On est quand même là aujourd'hui le 19 octobre, donc hier c'était le 18 logiquement. Ça faisait presque 2 mois qu'on n'avait pas vu une victoire de l'Olympique Lyonnais. Donc enfin 3 points de prix pour Rudy Garcia et son équipe. Je peux vous dire rapidement la composition pour ceux qui n'ont pas vu le match. J'imagine que tout le monde l'a vu dans le chat, mais je peux vous dire rapidement la composition. Donc c'était Lopez au cage, la charnière Denayer Marcelo comme d'habitude, Dubois à droite et Cornet à gauche. On a eu droit à un milieu Aouar, Mendes et Paqueta qui a eu droit à sa première titularisation en Ligue 1, ainsi qu'une attaque Ekambi à gauche, Kadewere à droite qui a marqué son premier but en Ligue 1. D'ailleurs très content pour lui et je pense que voilà il a fait une bonne prestation et Memphis Depay en pointe qui nous a sorti une triplette de passes D, 3 passes D pour notre numéro 10. Voilà, je suis très content pour moi de sa prestation. Olimas, toi qui as vu le match 2 fois, je te prends pas par hasard, t'as vu. Toi qui as vu le match 2 fois et qui n'était pas concentré la première mais bien la deuxième, dis-moi un peu ce que tu as pensé en globalité de ce match. Qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai déjà l'adversaire, on va pas se mentir, un adversaire qui a beaucoup de difficultés cette saison. Là, ils sont sortis d'un match contre Dijon, ils ont gagné 1-0, mais c'est quand même, quand on voit le niveau de Dijon, c'est quand même très faible. Ouais. Et là, hier, je veux dire, ils ont fait ce que, à la fois ce qu'aucune équipe a fait contre l'OL, c'est-à-dire aller les chercher haut, mais aussi défendre très très mal. Parce que l'OL, de toute façon, contre l'OL, normalement, si tu veux essayer de faire un bon match, tu te regroupes, t'attends et tu contres. Là, franchement, Strasbourg a essayé de presser, y aller pour récupérer le ballon plus haut. Et ils l'ont payé en contre-attaque. L'OL a plutôt bien joué le coup, d'ailleurs. Même si on peut dire que la défense de Strasbourg les a bien aidés. Et parlons même pas de Camara, le gardien, qui est responsable sur peut-être pas les 3 buts, mais au moins le premier, quasiment. Et donc, voilà, l'OL a joué en contre-attaque, on va dire, surtout sur la première mi-temps. Quasiment les situations viennent comme ça. Des longs ballons, des exploits. Le premier, c'est Aouar qui fait un petit exploit technique, qui donne à Depay qui balance pour Kadewere. Bon, Camara fait le reste derrière. Après, Memphis, tout seul, fait 50 mètres. Là aussi, la défense problématique de Strasbourg. Ouais. Pareil, et le troisième, c'est un peu plus construit, on va dire, quand même. Il faut le noter, même si la fin est un peu bizarre, mais il y a un peu plus de construction. Donc voilà, ça résume un peu le match. Et puis bon, effectivement, défensivement, ça c'est toujours aussi. Alors même si depuis le début de saison, on concédé très 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 peu d'occasions, là sur ce match, on en a concédé pas mal. On peut noter quand même que Lopez a fait beaucoup d'arrêts, et même des arrêts importants. Ce qui n'était pas forcément le cas depuis un certain temps. Il a fait un bon match, mais le problème c'est que quand tes 4 défenseurs sont pas au niveau, et qu'en plus ton leader qui est censé être Denayer, et lui n'est pas au niveau depuis le début de saison, et bon tes latéraux tu les connais quoi. Cornet a perdu quasiment tous ses duels, c'était catastrophique. Le problème c'est que quand Cornet perd ses duels, il les perd sur 4 mètres quoi. C'est-à-dire que derrière il y a tout de suite un truc quoi. Autant Dubois de l'autre côté, il arrive des fois à revenir un petit peu, mais Cornet c'est... Donc voilà, en clair le match ça aurait pu se finir sur un nul, mais quand même l'OL a eu beaucoup de situations je trouve. Des situations franches. C'était un match un peu bordélique en vrai. Pas vraiment maîtrisé. Et s'il faut en arriver par là pour que l'OL gagne, voilà. Hein. Après, ce sera pas toujours la défense de Strasbourg en face. Mine de rien, on est surtout là pour analyser le match de l'OL. Mais j'ai quand même vu quelques joueurs côté Strasbourg qui ont fait un super match. Déjà à l'image de Simakan, qui était signé, qui était visé par l'OL. C'était pas parfait non plus dans
dans sa globalité, mais j'ai trouvé que déjà dans la détermination, il y avait vraiment quelque chose. Et puis il y a beaucoup de ballons récupérés, il y a beaucoup de passes vers l'avant. C'est le cas aussi pour Lienard. Enfin, Lienard, je suis pas sûr de la prononciation du gars. En tout mais cas, il s'est fait plaisir sur le côté de Dubois. Hein. bah déjà Ça, en déjà même de temps. 1. Et puis même, il y a pas mal de retours défensifs, il y a pas mal de fois où il est derrière et le jeu remonte et il se retrouve devant et on sait même pas comment il fait, quoi. Enfin, je trouve, j'ai trouvé quand même Ajor qui a posé des problèmes aussi. Enfin, devant à c'est vrai. Marcelo qui a eu pas mal de difficultés à le contenir. Pourtant, c'est typiquement le genre de joueur qui peut arriver à contenir, même si Ajor qui a un profil un peu spécial quand même, plus technique qu'on ne le pense. Et donc, bon, voilà. Après, ouais, sur le reste. Tu parlais de la défense justement il y a quelques secondes. Je posais la question à Yanis. Est-ce que tu penses que on devrait, euh, de par les méformes entre guillemets de Denayer et un peu Marcelo, est-ce que tu penses qu'on devrait peut-être essayer une autre charnière avec pourquoi pas Diomandé ou alors même un Belhamri qui s'est intégré au groupe très récemment? Alors moi, dans la défense, je vais d'abord prioriser les latéraux, mais pour revenir sur les centraux avant de développer sur les latéraux, Marcelo, je le trouvais dans un contexte qui peut-être le favorise, intéressant depuis le début de saison, dans le sens où je le trouvais beaucoup plus responsable défensivement et beaucoup plus tranchant défensivement que Denayer, ce qui est plutôt mauvais signe. Denayer est pas, je sais pas si athlétiquement déjà je le sens pas du tout au top. Malgré tout, ça reste le meilleur défenseur et surtout le défenseur le plus à même de sortir le ballon de sortir de la défense avec le ballon, ce qui normalement devrait être important à l'OL et d'apporter ce premier surnombre à la première relance. Si on ne le fait pas à la première relance, et on l'a vu ce week-end, on peut pas faire de différence ensuite dans le jeu malgré notre milieu. Donc effectivement, la porte est ouverte à des changements. Moi, j'aime beaucoup Diomandé. Je sais que Juninho l'aime beaucoup et que Diomandé, je pense qu'il a une carte à jouer, que ce soit en défense centrale, voire éventuellement en latéral droit, même si avec l'arrivée de Siglio, ça risque d'être bouché à ce niveau-là. Ben Lamri, bon, étant algérien, je l'ai suivi, mais surtout en sélection. Je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé le championnat dans lequel il a joué. C'est un, faire beaucoup. Hein. Ouais. Tu regardes pas les matchs 2 fois, tu regardes pas le championnat algérien. Il faut pas Algérie aussi. Ouais, mais c'est un guerrier, c'est un défenseur qui a une grosse sens de l'intervention défensive, qui a souvent une intervention bien timée défensivement, un bon timing d'intervention défensive. Après, balle au pied, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus un relanceur hors pair, mais il est capable d'aller trouver des lignes. Donc il y a une concurrence ouverte, mais néanmoins, je ne pense vraiment pas que Rudy Garcia va ouvrir cette concurrence parce que je pense qu'il voit en Marcelo déjà un taulier du vestiaire et en Denayer un taulier du vestiaire en plus d'être son référent derrière. Après, le problème pour revenir, c'est sur les latéraux très clairement. Le problème, il est sans ballon, il est avec ballon. Avec ballon, avec de tels latéraux, à partir du moment où tu es sous pression, où tu es pressé, la balle, elle sera rendue à l'adversaire. Elle sera constamment rendue à l'adversaire. Que ce soit en phase de relance ou que ce soit plus haut sur le terrain où il faut essayer de dédoubler, d'apporter des solutions. La solution à gauche, elle est toute trouvée, c'est Melvin Barr. Je pense que contre Marseille, il a montré qu'il était intéressant, sans en faire une star ou un crack dès à présent. C'est un joueur beaucoup plus intéressant que Cornet, où déjà c'est à son poste. Il suffit de voir l'intervention défensive de Cornet sur le premier but strasbourgeois, où c'est absolument lunaire ce qu'il fait, parce qu'il y a Denayer qui ferme déjà dans l'axe. Cornet vient fermer au même endroit que Denayer, rentre dans Denayer et provoque l'action de temps qui amène le but. Donc que ce soit dans l'intervention défensive, dans la qualité technique, dans la qualité de ressortie, Cornet doit être remplacé par Melvin et à droite, il faut faire quelque chose pour Léo Dubois qui, moi, c'est très personnel, mais je trouve que techniquement, il est pas au niveau. Dès qu'il est sous pression, c'est pareil. Il n'est pas capable de sortir sous pression. Et c'est trop faible à l'OL de pas être capable de sortir sous pression. Ça doit pas être possible à l'OL. Et défensivement, enfin, niveau athlétique, c'est un joueur qui a des appuis moyens, qui n'est pas rapide, il est moyen dans beaucoup de domaines et c'est trop juste pour l'OL. Donc, le chantier, il est vraiment sur les latéraux, offensivement et défensivement, dans toutes les phases de jeu. C'est là le chantier principal, individuellement. Juste avant de laisser Yaman, Vas-y. juste sur les relances, on a vu Marcelo, quand il est sous pression, balancer un nombre de fois incalculable. Alors sur les matchs d'avant, effectivement, il balançait pas parce qu'on était très haut et que les mecs ne venaient pas nous presser. Mais là, pour le coup, pressing, et il balance, quoi. Donc c'est absolument pas possible. Il y a que Denayer qui, effectivement, une ou deux fois a réussi à avancer parce qu'il a la rapidité, il a la qualité technique pour le faire. Mais là, sur ce genre de truc, c'est compliqué. Le manque de maîtrise, ça commence là. Ça commence au fait que dès que tu es pressé, tu balances et tu la dégages. On n'a pas des joueurs pour ça, normalement. Ça vient de là.
Je voulais juste revenir sur certains commentaires que j'ai vus dans le chat. Alors déjà, pour revenir sur Dubois, il y a Moret qui nous dit que Paqueta a mieux défendu sur Lienard que Dubois, MDR. C'est pas totalement faux, malheureusement. Il dit aussi que Marcelo est bon depuis le début de saison, mais Denayer c'est compliqué. Et Dr Chaten qui complète. Denayer, c'est depuis le confinement qu'il est moins bon. Il va revenir progressivement à son niveau, je pense. Yaman, est-ce que tu crois à un retour au top, entre guillemets, hein, parce que il est quand même toujours sélectionné, il a même marqué il n'y a pas si longtemps en sélection belge. Est-ce que tu penses quand même que, malgré la méforme qu'il a en ce moment, est-ce que tu penses qu'il peut revenir à son meilleur niveau, Denayer? Alors déjà sur Denayer, j'ai un avis que peut-être certains partagent avec moi, que d'autres ne partagent pas, mais Denayer de base, pour moi, c'est pas un top défenseur. C'est un bon défenseur. Pour la Ligue 1, c'est un très bon défenseur, mais ça n'a jamais été un défenseur qui peut aspirer à être parmi les meilleurs, par exemple, parmi les meilleurs du monde ou autre. Donc c'est un défenseur, c'est un bon défenseur, et surtout c'était le contraste qui était très très frappant entre son niveau et le niveau de tous les autres défenseurs centraux qu'on a eu depuis Samuel Umtiti. Donc toutes les catastrophes qu'on a alterné depuis. Et donc quand on a vu Denayer, un défenseur qui se bat, un défenseur qui est pas dépressif, qui va un peu qui allait un peu au duel, qui essayait qui se jetait un peu pour essayer de sauver des ballons, tout ça, on était tous impressionnés. C'est exactement ce qu'on cherchait. Et en plus il a marqué dans le derby, donc ça a fait flamber sa cote de popularité encore plus. Et franchement, c'est mérité. Il a rien volé de tout ça. Et c'est un bon joueur, c'est un bon mec. Il a même porté le brassard à plusieurs reprises. Il est important dans le vestiaire parce qu'il connaît plusieurs langues, tout ça. Donc, c'est un joueur qui a son importance, qui a une grande importance à l'Olympique Lyonnais. Mais il faut pas non plus s'attendre à ce que ce défenseur devienne un Sergio Ramos, quoi. Donc, il faut savoir à quel niveau est-ce qu'on doit attendre Jason Denayer. Il doit revenir à un meilleur niveau que celui-là, évidemment. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit un patron incroyable en défense, etc. Donc, ça restera un joueur très, très important de l'Olympique Lyonnais. Mais moi, personnellement, je m'attends pas à ce qu'il devienne un monstre, un roc intraitable en défense. Par contre, ce que j'attends de lui, c'est qu'il soit plus régulier, c'est qu'il soit plus concentré, c'est que tactiquement, il part pas dans des freestyles bizarres là, sur certaines sorties, sur certains déplacements, qu'il essaie de rester concentré, discipliné, et c'est tout ce qu'on attend de lui. Juste à ce point-là, s'il le règle, ça nous évitera pas mal de buts à mon avis. Et puis physiquement, comme le dit Denis, peut-être qu'il a probablement raison aussi qu'athlétiquement, peut-être qu'il n'est pas au top depuis un moment et ça se ressent, il s'est bougé sur certains duels, donc ça aussi c'est un aspect. Donc déjà, s'il arrive juste à gommer sa concentration et à revenir à un bon niveau athlétique, on retrouve le Denayer du début, qui était très bon, très satisfaisant, mais pas un crack mondial, quoi. Et pourquoi il était bon? Juste parce que c'est aussi un joueur qui est bon en 1 contre 1. C'est sa qualité principale, ce qui n'est pas le cas des autres défenseurs qu'on a à l'heure actuelle. Je parle avec les latéraux. Hein. Et donc, on a une équipe qui est aussi désorganisée que la nôtre. Tu vois, on voit les matchs, ils sont vraiment pas organisés du tout. Avoir un mec qui, en 1 contre 1, est très fort, c'est un avantage. Et pour le coup, hier, il y a pas mal de 1 contre 1 où il n'a pas été bon. Notamment, il y a une action où il tacle, alors qu'il ne doit pas tacler, et ça fait une énorme occasion pour Strasbourg. Et on a bien vu, et Marcelo, par exemple, n'est pas un joueur très bon en 1 contre 1. Dubois et Cornet n'en parlons pas. Donc, c'est pour ça que Denayer rejaillit comme ça au-dessus. Et c'est sûr que quand physiquement il est peut-être pas au niveau, ça se voit tout de suite dans les interventions. Et là, clairement, hier, ça s'est vu, quoi. On a un commentaire de quelqu'un qu'on connaît tous, quelqu'un qui a déjà fait cette émission, c'est Eddie Fleck, qui dit qu'avant Denayer, il y a 6 joueurs à scaler en priorité. Absolument. Alors, je vais pas citer ces 6 joueurs, mais je pense que dans ces 6 joueurs-là, il y a Dubois, bien évidemment. Dubois a été remplacé hier par Decheglio. Decheglio a fait une entrée. Bon, à un moment, il fait une faute. Qui est très très limite. Mais il n'y a pas faute, hein. Ah non, mais c'est ça. C'est limite. C'est ça. Je pense qu'il prend le ballon. Je pense qu'il prend le ballon, mais avec les arbitres qu'on a en France, ça peut facilement. Sur l'action même, oui, on voit qu'il est pas très rapide. De vitesse réelle, moi j'ai tremblé. Hein. Oui, on voit qu'il est pas très rapide. On voit qu'il est pas rapide sur l'action. C'est ça. Mais défensivement, quand même, ça m'a l'air quand même. Bon, après, je juge pas. Après, il rentre 15 minutes, il était frais. En face, c'était plus très frais. Ouais, il a failli faire une passe d'ess. On peut mettre ça à son actif sur une belle combinaison. C'est vrai. Memphis rate le cadre de très très peu. Est-ce qu'on peut
Bon, je vais pas vous demander, est-ce qu'on peut déjà dire que ça peut être un super remplaçant pour Dubois? On l'a pas assez vu, même si on l'a vu jouer à la Juve, on peut pas dire si en Ligue 1 ça peut marcher. Surtout que là, voilà, enfin, voilà. Mais est-ce que on peut quand même espérer avoir une bonne doublure de Dubois, sachant qu'on en avait extrêmement besoin récemment? Bah, Allez-y. pour moi, le problème, c'est que Dubois est censé être une doublure pour moi. Donc, en fait, s'il y a une doublure à Dubois, ça veut dire qu'elle est moins performante que Dubois. Et le problème à l'OL, c'est que Dubois n'est pas assez performant ou n'a pas assez de qualité pour moi. Et je pense que c'est partagé aussi par pas mal de ce que je lis. Donc, moi, ce que j'espère de Descheglio, c'est qu'il puisse ramener une concurrence à Dubois sans me voiler la face sur le niveau de Descheglio, parce qu'effectivement, quand j'ai vu à la Juve et il est en constat d'échec depuis longtemps dans sa carrière, c'est qu'il n'a pas de qualité au-dessus de la moyenne, un peu comme Dubois. Donc sur le profil, ça ressemble à Dubois. Maintenant, s'il peut avoir des qualités un peu plus prononcées au niveau du pied, au niveau de la capacité à ne pas rendre constamment le ballon, ou en tout cas à ne pas être fébrile dès qu'il est pressé, ça peut être une alternative intéressante à Dubois, en espérant qu'il y ait une concurrence saine qui permette à Descheglio de s'exprimer et de remplacer, de prendre la place d'un Dubois qui est quand même bien vu par le staff, par son rôle de leadership, entre guillemets. Moi, ce que j'espère, c'est que Descheglio apporte quelque chose d'assez correct et qu'il puisse prendre la place d'un Léo Dubois sans s'attendre effectivement à monts et merveilles. Je pense que les latéraux et les côtés de manière générale, ça va être le problème de l'effectif lyonnais cette saison. Ça le restera, mais on peut colmater un peu les brèches en ayant des idées, que ce soit Descheglio qui est correct. Éventuellement, si les deux sont vraiment pas bons, Joe Mandé à droite est capable d'être plus intéressant. Melvin Barr à gauche pour ce qui est des postes de latéraux. Et après, en ailier, on y reviendra peut-être plus tard, mais il faudra être inventif dans le système. Mais je pense que l'objectif de Descheglio, c'est qu'il puisse amener une alternative très intéressante à Dubois et plus qu'une doublure, en fait. Mais le truc avec Descheglio, enfin, on parle de Descheglio, Dubois, qui ont un peu le même profil. De l'autre côté, c'est vrai que Melvin n'a pas vraiment ce profil-là. C'est déjà un mec un peu plus offensif et qui a un vrai toucher de balle. Donc, c'est sûr que, est-ce que on se dit, on compense côté gauche en mettant un mec à droite, peut-être un peu plus défensif, et en se disant, bon, on va avoir peut-être un bar plus haut et un côté droit un peu plus faible, mais peut-être un peu meilleur défensivement avec Descheglio. Peut-être. C'est ce qu'on fait déjà avec Cornet sur le papier, en se disant que Cornet, c'est un attaquant. Voilà, c'est ce qu'on dit, ouais, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, c'est ce que. Je sais pas si je prends le même parallèle, mais parce que c'est pas vraiment le même niveau quand même, mais c'est ce que faisait un peu le Real avec Marcelo côté gauche et il y avait Carvajal côté droit. Même si évidemment Carvajal est un bien meilleur joueur que Dubois, mais Marcelo était vraiment très très offensif pour le coup. Mais bon, moi, je pense que après, pour le coup, les championnats, on n'a que le championnat. Hein. Donc, une concurrence, sachant que Dubois est quand même un leader de l'équipe, j'y crois moyen. Et que Descheglio peut jouer à gauche aussi. J'espère qu'il ne va pas prendre la place de Melvin. Enfin, même si pour l'instant, c'est Cornet d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est... Il y a d'autres joueurs qui n'ont pas joué ce match-là, hors Melvin Bard. Il y a malheureusement Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes, on imagine qu'il va vite retrouver sa place au milieu. Mais il y a aussi Maxence Cacré. Est-ce que vous pensez qu'avec cette performance de Paqueta, que moi je pense très bonne, en tout cas pour une première, franchement je l'ai trouvé très convaincant. Dans les petits espaces, j'ai trouvé que ça allait très vite, ça jouait intelligemment. Est-ce que vous pensez que Maxence Cacré peut craindre un retour sur le banc ou quelque chose? Parce que faut dire ce qu'il y a au milieu. Au milieu, c'est quand même très très bouché. Il y a Awar Mendes Paqueta titulaire au milieu. Il y a Gianlucas qui est rentré. Comme je vous ai dit, Cacré et Guimaraes qui n'ont pas été dans le groupe. Il y a un embouteillage énorme au milieu. Et le problème, c'est que il y a beaucoup de joueurs qui ont un bon niveau et qui mériteraient de jouer. Mais comme il n'y a pas énormément de matchs cette saison, ça risque d'être un peu embouteillage. Yaman, toi, est-ce que tu penses qu'on peut avoir peur pour Maxence Cacré sur un retour sur le banc? Moi, je peux pas avoir peur pour Maxence Cacré. Enfin, c'est pas lui qui me fait peur. C'est peut-être la décision parfois absurde de Rudy Garcia, comme on se rappelle quand Bruno Guimaraes est arrivé. Maxence Cacré était ultra performant et d'un coup il disparaît. Et c'est Lucas Touzard qui reprend la place. Donc on sait pas pourquoi, on sait pas comment, mais c'est arrivé comme ça. Maintenant, je pense que c'est pas exactement le même cas avec Thiago Mendes. Bon, déjà, non, à mon avis, Maxence Cacré, il a toujours été régulier. Franchement, c'était très, très, très dur de lui trouver un mauvais match.
C'est vraiment dur. Et de plus en plus dur, plus les matchs vont, plus il est performant. À mon avis, c'est un joueur indispensable par son effort, franchement, ses allers-retours, ses passes dans la dernière zone, dans les derniers mètres du terrain. Je pense que c'est un joueur indispensable à cette OL. On peut vraiment pas s'en passer. Et je dirais même qu'on peut se passer de Bruno Guimaraes, mais on peut pas se passer de Maxence Cacré. Et se passer de Bruno Guimaraes, pas pour mettre n'importe qui, parce que pour mettre éventuellement Paqueta si on en a besoin, pour le mettre à la place, par exemple, d'Awar s'il est pas là, s'il est blessé. Mais, oui, mais non, Cacré, à mon avis, Cacré, c'est le pilier et les autres, on peut discuter, on peut voir. Et Mendes, il part avec pas mal de retard quand même parce qu'il a énormément manqué de régularité, il a énormément manqué de discipline au club et ça fait. Enfin, j'imagine et j'espère même que ça ne sera pas pardonné comme ça en un bon match, même s'il a fait un vrai bon match hier, Mendes. J'étais très content de son match, mais voilà quoi. Enfin, pour respecter Maxence quand même. Mais je pense que c'est plus Bruno qui, pour moi, peut éventuellement aller sur le banc. Alors, Mendes, je trouve, joue un peu plus ces derniers temps, pour le coup. Sa bonne prestation hier est intéressante et il a le poste de Bruno, en fait. Hein. Il joue en 6, quoi. Et Maxence, je le vois pas sortir du 11, moi. Je vois pas alors, moi, je le sortirais pas du 11. Et même, je mettrais Oussem côté gauche et Paqueta à côté de Maxence. Bon, après, ou alors un losange, mais ça, Rudy le fera jamais. Mais voilà, moi je ne sors pas Maxence et je crains plus pour Guimaraes. Alors je pense que le prochain match, les deux seront titulaires, mais c'est plus peut-être pour Guimaraes qu'il faut craindre que pour Maxence, je pense. Donc en fait, tu mets Mendes titulaire. Enfin, non, Mendes... pas forcément, mais non, disons que c'est peut-être plus lui. Mais, il risque de se retrouver titulaire. On est d'accord que c'est aussi parce qu'il a été acheté 30 millions. Bah. Pas forcément. Après, il n'a quand même pas été souvent titulaire ces derniers temps. Donc, Guimaraes a coûté cher aussi. A été très convaincant récemment aussi. C'est pour ça. Enfin, plus que Thiago Mendes. Thiago Mendes avait déjà un certain niveau à Lille, tu vois. Donc, en fait, pendant le Final 8, celui qui sortait régulièrement, c'était pas Cacré en cours de match, c'était Guimaraes, si on se souvient bien, pour Thiago Mendes. Et contre l'OM, quand il a dû faire un choix pour mettre Mendes, il a fait sortir Guimaraes du 11 et il a laissé Cacré. Donc moi, je suis pas inquiet du tout pour Cacré. Comme l'a dit Olivier, c'est plus vers Guimaraes que ça se tourne. Mais je suis pas non plus inquiet pour Guimaraes parce que d'une, c'est un super joueur. Et de deux, même si Mendes a été correct sur les deux matchs, je suis un peu moins dithyrambique que vous. Même s'il a été correct sur les deux matchs et qu'il avait un peu plus de couleur et de vitamines, ça reste quand même dans la hiérarchie et dans la qualité bien en dessous d'un Bruno Guimaraes ou d'un Cacré. Donc moi, pour moi, le duo Guimaraes-Cacré, en toute logique, devrait rester titulaire et devrait continuer sur ça. Mais comment ça se passe avec les deux à côté, quoi? Eh ben, la solution, après, c'est selon ce que va choisir Rudy Garcia, soit une concurrence entre Oussem et Paqueta, soit ce qui serait selon moi la logique. Alors un losange, pour l'instant, je pense pas que ce soit à l'ordre du jour, mais une situation où tu as un 4-3-3 avec Guimaraes, Cacré, Paqueta dans l'axe et Oussem à gauche, ce qui a été souvent fait par Rudy Garcia d'avoir Oussem à gauche. Et d'ailleurs, il y est, selon son utilisation, il peut y être performant. Si tu mets un Oussem Aouar à gauche avec un Melvin Barr sur son côté pour combiner, pour offrir des situations entre les lignes comme ils ont pu le faire un peu contre l'OM aussi, Oussem et Melvin Barr sur la première mi-temps, ça peut être quelque chose de pertinent et d'intéressant. Et je pense que ce serait une des solutions d'avoir ça. Dans ce cas-là, après, effectivement, tu as Memphis en 9. Et là, le casse-tête, ou en tout cas, la chose à chercher, c'est que je pense qu'à droite, tu auras Toko Ekambi parce qu'il faudra apporter de la profondeur à tous ces joueurs de pied et de jeu court. Donc, c'est comme ça que je verrais la chose s'articuler personnellement. À voir, effectivement, s'ils souhaitent mettre en place un vrai losange. Mais si tu joues en 4-3-3 comme ça avec Aouar à gauche, selon l'animation, ça peut se transformer en losange aussi parfois. Est-ce que justement, comme il fait hier, il met Kadewere, est-ce que justement dans cette situation-là, Aouar peut se recentrer un petit peu et avoir Kadewere qui soutient, ça dépend de l'animation, qui est un peu plus côté. D'ailleurs, on l'a vu hier, Kadewere est souvent allé dans l'axe, il est pas trop sur le côté. Donc voilà, c'est ça. Ouais, selon l'animation, ça c'est le travail de l'entraîneur. Ouais, c'est effectivement là où on peut avoir beaucoup d'inquiétudes. Ouais. Écoutez les amis, je pense qu'on peut enchaîner. Quoique, je voulais juste Memphis, revenir. On peut parler de Memphis. Justement, je voulais juste revenir sur deux choses juste avant. En tout premier, je voulais revenir sur la performance de Kadewere, qui mine de rien a ouvert son compteur de buts en Ligue 1 pour la première fois contre Strasbourg hier. Enfin un but. J'abuse, hein, il est quand même vachement jeune et c'est quand même
il a quand même très peu de matchs au compteur, mais enfin voilà, il a marqué contre Strasbourg une frappe un peu sur le gardien qui fait un peu n'importe quoi. D'ailleurs, Bingourou Kamara, j'ai pas du tout aimé ça. Non, il n'a pas été bon, mais dans tous les aspects du jeu. Vraiment pas été bon. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Je pense vraiment pas que Strasbourg doit se satisfaire de ça. Mais enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais quand même, ça a permis à Kadewere de marquer. Yaman, toi, t'as pensé quoi de sa prestation, de son but? Est-ce que tu penses qu'avec tous les joueurs de grande qualité, entre guillemets, hein, qu'il y a à l'OL, est-ce que tu penses qu'il peut espérer de jouer un peu plus, de vraiment rentrer dans une rotation et pourquoi pas faire son trou à l'OL? Oui, pour moi, tout à fait. Déjà, je constate une progression dans l'intégration, une progression linéaire à l'OL. Donc, depuis ses premiers matchs, on sentait parfois un peu de timidité, on sentait des qualités, mais qui sont un peu étouffées par le fait qu'ils connaissent pas encore très bien ses coéquipiers, qu'ils le trouvent pas très bien, qu'ils se placent pas très bien, ils découvrent le niveau Ligue 1, etc. Mais on constate, je sais pas, moi au moins, je constate une certaine progression linéaire. Il commence à s'affirmer de plus en plus, il commence à se montrer de plus en plus, à être plus présent, à ne pas hésiter à faire les efforts pour revenir, par exemple, en défense, récupérer un ballon ou combiner ou par exemple, prendre la ligne de touche pour essayer de sauver un ballon. Enfin, même devant, il a pris pas mal d'initiatives. À mon avis, ce joueur, il commence à se montrer petit à petit et on verra rapidement où est-ce qu'il peut. Enfin, on pourra juger son potentiel, je pense, très bientôt s'il continue comme ça. Mais à mon avis, si on regarde déjà ce qu'il montre, c'est encourageant. Si on regarde ce que montrent les concurrents, c'est déprimant. Donc, on regarde par exemple Moussa Dembélé. Franchement, c'est pas que son entrée, c'est toutes ses dernières sorties. Franchement, c'était, à mon avis, c'est triste, c'est catastrophique. Hein. C'est absolument pas le Dembélé qu'on avait. C'était absolument pas le Dembélé de la première saison, ni le Dembélé moins bon mais efficace de la saison passée. À mon avis, ouais, franchement, il a une chance et c'est maintenant qu'il doit la saisir, Tino Kadewere. Il doit continuer comme ça. Très très content pour son but. J'espère que ça va le libérer encore plus et le motiver encore plus pour continuer. Surtout que maintenant, sa période très très difficile avec le décès de son frère, voilà, ça commence un petit peu à passer. Voilà, je pense que petit à petit, il a tous les voyants en vert pour commencer à vraiment montrer ce qu'il vaut à l'Olympique Lyonnais. Il y a Moret sur le chat qui complète un peu ce que tu dis, qui dit que c'est un bon joueur quand même, Kadewere, et qu'il a montré de belles choses techniquement, et en plus dans un rôle où il n'a pas forcément l'habitude d'évoluer. Il rajoute aussi que son match contre l'OM était quand même très intéressant dans les intentions. Toi, Yanis, tu penses pareil, j'imagine? Ouais, bah, j'appréciais déjà Kadewere au Havre parce que c'est un attaquant c'est un attaquant altruiste et c'est un attaquant qui est capable de s'associer, de combiner et de jouer tout simplement, de jouer dans le jeu et d'être un point référent pour ses milieux, pour son équipe afin de développer quelque chose. Là, sa position, elle était un peu bâtarde pour lui parce que c'est pas un joueur de côté du tout. C'est pas un joueur de vitesse, de dribble ou de profondeur, mais il a réussi à la prendre, par exemple, sur son premier but. Et il a réussi à à faire le travail défensif sur son côté, ce qui devait lui être demandé. Et de deux, à être intéressant et à toujours être positif dans ce qu'il entreprenait dans le jeu. Si on enlève Memphis, qui est un peu la star polyvalente de l'attaque, qui pour moi est effectivement maintenant un 9, je pense que de tous les autres 9, donc Dembélé et Toko qui sont dans sa concurrence, c'est le 9 le plus propre techniquement et le plus propre dans le jeu. Et donc le plus à même de venir jouer pour moi à l'OL, après selon ce qu'on recherche. Donc je suis plutôt content qu'il ait réussi à marquer. Contre l'OM, ça s'est joué à ça sur le hors-jeu de Koé-Kambi. Je pense que c'est bien pour lui, ça va un peu le libérer petit à petit. Et comme l'a dit Yaman, il a une vraie carte à jouer parce que Moussa Dembélé, malheureusement, c'est au fond du gouffre. Je veux dire, chaque action qu'il entreprend, même s'il est seul face au but, même si c'est une action dans le jeu, tu sais qu'il va rater quelque chose. Donc Kadewere a une vraie carte à jouer, à voir selon la position. Écoutez les amis, très bien. On peut peut-être finir sur la performance de Memphis, qui mine de rien, voilà, c'est un peu vulgaire, mais il a porté ses couilles. 3 passes D, performance XXL de sa part. J'ai trouvé que voilà, il y a un grand soutien offensif de sa part, une grande détermination. Il
il a couru du début à la fin, même si c'est vrai que des fois on le voit pas forcément faire les efforts. Voilà, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne prestation. Olimas, toi, t'as un truc à dire sur Memphis en particulier. Tu penses quoi du fait que, mine de rien, il nous sort une prestation comme ça, aussi bonne, alors qu'il y a quelques semaines, il était sur le départ, c'était quasi fait au Barça, et au final, il se retrouve là. Euh, Toi, tu penses quoi de ça, du fait que il est encore là, il montre que là, il aime l'OL, mine de rien, tu vois. Il montre qu'il est performant. Il a surtout la tête vide et il est bien en ce moment. Et en plus, il a un rôle particulier parce que c'est pas un vrai neuf, c'est un mec qui descend un peu, qui combine, qui aime bien combiner. Et hier, ces pas décisives sont intéressantes aussi parce que il y a un ballon en profondeur, il y en a un, c'est un centre à rater très fort. Et l'autre, il dribble le gardien, il la passe, bon, avec un peu de chance, mais ça compte comme troisième, donc c'est assez. C'est quand même. C'est vraiment intéressant, c'est pas décisif. Il aurait pu en avoir une quatrième si Dembélé fait mieux sur sa tête, et même il aurait pu marquer un but aussi. Mais ça s'est joué à pas grand chose. Et non, c'est très intéressant ce qu'il a fait hier dans le pressing aussi. Il a été présent. Pour ça, il a toujours été présent d'ailleurs là-dessus. Voilà, après. De toute façon, quand t'as Depay et que derrière avoir Paqueta, même Mendes, techniquement, c'est ultra propre, quoi. Donc, ça, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Tu sens bien qu'avec Paqueta, il y a quand même des ententes qui commencent à se faire. Avec Oussem, c'est toujours pareil, c'est toujours bien. Après, il faut voir avec les deux autres. On sent que Kadewere, il y a aussi des choses intéressantes. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, en tout cas à son niveau. On en aura besoin parce que, vu effectivement, tu as dit Yanis et Yaman, le niveau de Dembélé, t'as l'impression que sur chaque action, il fait pire que la précédente. Donc c'est quand même très compliqué. Surtout sur son action hier où il la prend en dessous du. Enfin, je sais plus, il y en a une, il prend en dessous du pied. Enfin, bref, un truc totalement idiot. Et quelques minutes avant, il réussit à choper un ballon. Il arrive au gardien, il le dribble et il pousse trop loin, il frappe. En bref, je sens que c'est quand même pas là. Donc, c'est bien que Memphis soit en forme pour l'OL et pour lui, surtout. Ouais. Écoute, sur le chat, on est quasiment tous d'accord pour dire que Memphis est un grand professionnel. En tout cas, c'est ce que Gilo nous dit. Memphis est un grand professionnel surtout et on n'attendait pas moins de lui. Je vais rebondir un peu sur une question du chat. Du coup, on va passer dans la rubrique les sujets de débat du chat. Il y a une question toute simple qui a été posée de la part de Gilo, encore une fois, qui nous demande: est-ce qu'il y a une Memphis dépendance à l'OL? Alors, je trouve que c'est une bonne question déjà, parce que on peut dire ce qu'on veut. Au poste de 9, on a Moussa Dembélé qui ne montre pas un niveau assez satisfaisant pour jouer à ce poste-là toute la saison. On a Karl Toko Ekambi qui, malgré ses 2 buts hier, ne montre pas non plus de grandes performances à l'OL, en tout cas depuis l'année dernière. Pas qu'il n'a pas les épaules, mais je sais pas, j'ai quand même beaucoup de mal à voir. Il peut pas jouer dans un OL qui joue jeu placé. Après, hier, il a eu plus de situations. Mais dans un OL qui joue comme les 5 matchs avant, c'est pas possible. Mais hier, il a eu un peu plus de situations, on va dire. Mais du coup, le joueur qui ressort le plus dans cette attaque, en tout cas à ce poste de numéro 9, c'est Memphis Depay. Ouais. Est-ce qu'il y a, selon vous, une Memphis Depay dépendance à l'OL? Yaman? Yanis? Memphis, Depay dépendance, statistiquement, c'est indéniable déjà. Après, ça vient. En fait, statistiquement, c'est indéniable. Dans le jeu, c'était pas le cas avant ce match, parce que moi, je trouvais que avant ce match, sur la saison, je le trouvais à chaque fois très mauvais dans le jeu. Et je le trouvais pas dynamique, en fait, pas mobile, pas dynamique. Il revient de croiser, donc c'est difficile. Et là où il m'a surpris sur ce week-end, c'est je le trouvais très explosif. Tu en vois sur le deuxième but, ouais. Et je sais pas ce qui s'est passé physiquement durant la trêve, s'il a bien mangé avant le match, je sais pas ce qui s'est passé, si l'horaire l'a convenu, mais il était très explosif, je l'ai trouvé. J'étais même surpris de le voir à un tel niveau de vivacité. Donc ça, c'est un très bon signe. Et effectivement, il y a une dépendance statistique évidente, mais ça, elle découle du fait que les autres attaquants sont sous-performants à ce niveau-là, que personne ne marque. Et dans le jeu, la dépendance, elle découle aussi du fait qu'on ait une équipe qui, malheureusement, dans le jeu, n'a pas de plan de jeu, n'a pas de directive précise, n'a pas d'identité réelle et n'a pas de schéma d'animation offensive vraiment travaillé. À partir de là, quand on a une équipe qui n'arrive pas à produire quelque chose collectivement,
et à avoir des connexions les uns avec les autres, effectivement, ça va toujours être les individualités fortes qui vont s'avérer être dépendantes, créer une dépendance, comme Payet à l'OM dans un collectif mièvre. Dans un collectif mièvre, quand tu as une star comme Memphis, qui en plus, même en étant pas en forme dans le jeu, était déjà statistiquement dominant, et ben là, s'il revient à un bon niveau de jeu, et en plus, qui continue en plus d'être statistiquement performant, la dépendance, elle est évidente. J'ai envie de dire que c'est logique d'être dépendant d'une star, mais c'est pas logique de ne rien pouvoir produire sans lui. Donc, on est dépendant de Memphis, et le problème, c'est que quand on sera pas performant, il est possible que Memphis ne le soit pas, et ça doit pas lui retomber dessus constamment, parce qu'il faut que l'entraîneur réussisse à créer quelque chose au-delà de la seule individualité qui est Memphis. Mais c'est quand même une bonne chose. S'il confirme son niveau athlétique, son niveau de regain de forme, et c'est quand même une bonne chose pour l'équipe, et je pense qu'il va rester à ce poste de numéro 9 parce que c'est le sien, c'est plus un ailier. Donc on est dépendant de lui. Maintenant, il faut réussir à créer quelque chose autour de lui, parce que c'est pas la seule individualité. Il y en a plein au milieu, on les a cités. Il y a de quoi créer quelque chose. Et offensivement, effectivement, la décision viendra souvent quand même de lui, je pense. Yanis, tu l'as dit, il y a plein d'individualités au milieu aussi. Hein. Il faut qu'au milieu, on arrive à mettre. C'est là qu'on a quasiment tous les meilleurs joueurs en dehors de Memphis. Il faut qu'on mette plus de milieux, plus de meilleurs joueurs en fait. Et ça permettra à Memphis aussi de se concentrer sur d'autres trucs et de aussi avoir d'autres relations avec les joueurs, avec Paqueta et Aouar. On a vu hier que ça a plutôt bien marché. Donc voilà, moi je pense qu'il faut le mettre dans les meilleures positions parce que c'est ton meilleur joueur à l'heure actuelle. C'est celui qui est le plus décisif en tout cas. Donc c'est bien qu'il revienne en forme. En tout cas sur ce match-là, on va attendre de voir les confirmations pour les prochains matchs parce qu'il y a quand même un calendrier sur les 3 prochains matchs qui est assez corsé, on va dire. Donc ouais, c'est intéressant et la dépendance est là effectivement, mais il n'y a rien de surprenant en fait. Il n'y a rien de surprenant, c'est ton meilleur joueur et tu comptes quasiment que sur lui en attaque. Donc Rudy Garcia, je veux dire, il a bien compris. Quoi. Voilà, oui, mais comme il n'a pas d'autres schémas de jeu, il a bien compris que si Memphis est à un niveau comme celui-là, ça va lui rapporter des points. Quoi. Mais il faut le voir, le niveau hier, à partir du moment où on mène 2-0, le niveau, parce que du coup, Memphis, on le voit moins après, le niveau collectif qu'on avait à partir du moment où on mène 2-0, parce qu'on n'a pas pu encore en parler, mais pour moi, c'était désastreux. C'était vraiment désastreux. Tu sors plus un ballon contre Strasbourg, qui est une des pires équipes de Ligue 1, et surtout quand tu vois la manière dont on essaie de sortir le ballon, tu sens qu'effectivement, il n'y a pas de consigne pour le faire, que Mendes descend jamais, qu'il n'y a pas des joueurs qui viennent chercher le ballon dans les pieds, que ça dégage constamment. Et avec les joueurs que tu as, avoir aussi peu de maîtrise et aussi peu une animation offensive aussi pauvre, tu dois leur faire mal à Strasbourg, tu dois garder le ballon, tu dois les faire courir après le ballon, tu dois calmer leur volonté de furia justement en la gardant et tu as les joueurs pour. Et à ce moment-là, effectivement, c'est à ce moment-là où tous les autres joueurs autres que Memphis vont pouvoir briller. Sauf que c'est pas le cas parce qu'on est dans une équipe où on a l'impression que les joueurs ils jouent une partition. En fait, c'est pas une partition, ils jouent leur match comme si c'était comme s'il n'y avait pas de partition préétablie collective. Et ça, c'est un problème, c'est un gros problème. Et on verra contre Monaco ce qu'il en est. Mais c'est le fait que Memphis soit si crucial vienne que du fait que l'éclair ne peut venir que d'individualité. On a vu plusieurs fois Mendes, pour finir, être totalement inutile à la récup. Enfin, je veux dire, comment on jouait, plusieurs fois Marcelo Denayer ne pas le chercher, ou lui d'ailleurs ne pas faire l'effort nécessaire. Donc finalement, on passait par Dubois ou Cornet, puis bon, on sait comment ça se termine. Donc Cornet, il fonce. C'est automatiquement quand même. Voilà, Cornet, il fonce tout droit, il perd le ballon, et Dubois, il revient en arrière. Donc c'est problématique. Alors, à part quand Memphis revient un petit peu, ça va mieux. Quand Oussem a réussi à faire un geste technique, voilà. Ou Paqueta aussi a été trouvé quelques fois dans des combinaisons intéressantes. On sent que effectivement le footballeur est quand même d'un niveau au-dessus dans cette équipe, du niveau d'Oussem et de Memphis en tout cas. Donc voilà, il y a des points positifs, mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, de toute façon, ça ne changera pas. Hein. C'est Rudy le coach, donc on va faire ça jusqu'à la fin de la saison, et puis on verra bien à quel pas ça nous emmener, quoi. C'est un petit point que je peux citer sur Memphis. Donc pour répondre à la question, est-ce qu'il y a une Memphis dépendance à l'Ouest, c'est pas vraiment une Memphis dépendance, c'est une bon Memphis dépendance. Parce que là, si on regarde un peu nos stats, les stats de l'Olympique Lyonnais depuis le début de saison en Ligue 1, donc 7 matchs,
on a gagné 2 matchs. Et les 2 matchs qu'on a gagnés, c'était un triplé de Memphis et un triplé de passes décisives de Memphis. Ouais. Donc franchement, sans ce joueur au top, on peut rien gagner. Enfin, on n'y arrive pas. C'est pas normal, normalement, avec toute la qualité qu'on a au milieu et les joueurs qui sont censés être de qualité même en attaque comme Dembélé ou un joueur correct de Ligue 1 comme Toko Ekambi, etc. Voilà, même Toko, normalement, il est censé faire être. quelque chose, quoi. On est censé faire quelque chose. Au final, Toko, quand il était à Angers, bon, c'était quand même un joueur qui se distinguait. Après, pour moi, c'est pas forcément un joueur taillé pour l'OL. C'est pas un joueur taillé pour l'OL et pour le style qu'on doit avoir à l'Olympique Lyonnais. Mais c'est quand même un joueur qui est censé savoir finir une action devant le but, quoi. Voilà, de base, c'était ça. Il doit faire bien mieux. Ça, c'est une évidence. Une pensée sur Amine Gouiri? Qu'est-ce que vous en pensez si on pouvait le recruter? Tu veux vraiment lancer sur le sujet, hein. Ça, tu le sais très bien. Non, mais pour le coup, il aurait pris la. Enfin, je sais même pas s'il aurait joué. Non, en fait, il aurait pas joué. Tu sais très bien comment aurait fait Rudy Garcia. Donc, mais oui, c'est un profil qui nous manque terriblement. Kadewere le remplace qu'à 50% ou 40%, quoi. Dans ce profil-là, je parle bien. Hein. Autrement, il n'y a personne d'autre à part Memphis, mais Memphis fait d'autres choses. Donc, mais c'est terrible. Hein. C'est terrible. Dernière question sur Memphis avant qu'on passe au preview du prochain match contre Monaco. Du coup, Yaman, je vais te poser la question. Cette fois-ci, sois au rendez-vous, frérot. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, est-ce que... Bon, je m'attends à un oui, hein, mais est-ce que selon vous, ce serait une énorme erreur de laisser partir Memphis Depay en janvier? Parce que c'est tout à fait possible. Hein, Koeman, en tout cas du Barça, le coach du Barça, est toujours à fond sur lui. Est-ce que selon vous, ce serait une grosse erreur de le laisser partir alors qu'il pourrait nous rapporter quand même une bonne somme d'argent et que on pourrait peut-être essayer de le remplacer, même si ça va être quand même très dur de remplacer Memphis Depay alors qu'on joue pas avec des champions? Non, franchement, à mon avis, laisser partir Memphis en janvier, ce serait criminel. Regarde où on est maintenant aujourd'hui en Ligue 1, on a 2 victoires, on est fin octobre, on a que 2 victoires, c'est pas normal du tout. Si on peut avoir un Memphis comme ça jusqu'à la fin de saison, et on connaît le Memphis des fins de saison normalement comment il est, le Memphis salvateur. Donc voilà, non, à mon avis, on peut pas se passer de Memphis, surtout après janvier, dans la dernière ligne droite de Ligue 1. Donc non, il faut, même si voilà, on va sacrifier les quelques millions de sa vente, mais les quelques millions de sa vente, s'il arrive à nous qualifier en Coupe d'Europe par sa présence, par son leadership, par son expérience désormais, par ses buts, par ses stats, s'il arrive à nous amener en Coupe d'Europe, eh bien, il y aura de 1 le gain financier, donc on aura compensé la non-vente de Memphis. Après, je fais un peu mon comptable du dimanche, c'est pas vraiment mon métier, mais on aura quand même gagné une certaine somme. Et en plus, on sera en Coupe d'Europe, donc ça c'est important. Et déjà, on voit toutes les difficultés qu'on a à l'OL jusqu'aujourd'hui à gagner un match sans que Memphis soit au top. Franchement, on peut réfléchir, ne serait-ce que penser à vendre Memphis en janvier, pour moi, ce serait criminel. Et puis pour combien? Parce que là, mais Barcelone, on va pas se mentir, ils vont arriver, ils vont te proposer 5 millions plus 3 de bonus, quoi. Ça va être ça, quoi. Ils ont aucune personne à vendre, ils ont rien du tout, le stade est fermé, donc je veux dire, en absolu, ça sert à rien, quoi. Mais à part si lui, il va absolument partir. Ça dépend aussi si on est sur une lancée où on sent qu'on est proche et qu'on a la possibilité d'approcher le podium et donc d'aller en Champions League. Tu sais très bien que le fait d'aller en Champions League et que Memphis, en théorie, si on est lancé pour être en Champions League, c'est que Memphis est déterminant et Memphis serait déterminant pour aller en Champions League. C'est très bien que la qualification en Champions League amènerait une manne financière qui serait non négligeable et qui serait au-dessus d'une offre à 15-20 millions du Barça. Donc, l'attractivité surtout du club, hein. L'attractivité du club, tu perds la moitié de tes bons joueurs s'il n'y a pas de Champions League. Enfin, toujours tu vas en perdre pas mal, je pense, l'année prochaine. Et au-delà de l'aspect financier, bien sûr, mais là, juste sur l'aspect financier, tu sais que Memphis, en te qualifiant dans 4 mois en Champions League, t'apporte une manne financière, parce qu'effectivement, je comprends la logique du club, qui, il faut le dire, et avec le Covid, avec l'absence de Coupe d'Europe, est en difficulté financière et doit vendre. Il n'a pas vendu autant qu'il devait vendre, c'est sur les comptes révélés de l'OL. En gros, il y a à peu près 50 millions de ventes de joueurs qui restaient à faire, qui n'ont pas été faites. Donc on pourrait comprendre effectivement qu'un joueur en fin de contrat puisse être vendu en janvier. Mais si on est dans une situation où Memphis est déterminant, ce qui devrait être, et que l'OL est encore en course pour le podium et portée de fusil du podium, ou est sur le podium, rêvons. Effectivement, le calcul, il est normalement vite fait, où tu te dis, bon, on va parier sur le fait qu'on va arracher le podium et dire au revoir à Memphis gratuitement, mais à côté de ça, on sera attractif l'été prochain. Et dans ce cas-là,
Et dans ce cas-là, est-ce que si tu vends pas Memphis, est-ce qu'un Dembélé qui joue pas dans un il y aura scénario pas comme d'offre. ça, hein. Non mais voilà, je veux dire, mais oui, mais tu peux toujours Dembélé, cet éventuellement en été, s'il janvier. avait des offres, il partait. Hein. Oui, je sais, mais si en janvier il y a un club qui a un blessé, un truc comme ça, je veux dire, bah, Ah oui, tu après les vends. finances, je sais bien que les autres clubs. Voilà, si tu as une offre à 30 Ah oui, millions, je pense que l'OL refuse pas, quoi. oui, Dembélé, tu vends, Clairement. en sachant que Juninho est pas un grand fan de Dembélé de son profil. Voilà, Donc, c'est le poste c'est un poste où il y a embouteillage aussi à l'OL, hein, voilà, en neuf. exactement. Donc, je pense que l'OL vend, oui, très Et clairement. si Memphis part, tu recrutes quelqu'un ou... Oui, je pense que l'OL recrute quelqu'un parce que l'OL attendait que Memphis parte pour éventuellement recruter quelqu'un en septembre, enfin au début octobre même. Ouais. Il a annoncé notamment qu'il y avait Slimani qui était sur la liste. Slimani qui est un joueur que j'apprécie et qui est un bon joueur, mais je suis pas sûr de la pertinence du profil. Peut-être en profiter pour prendre un ailier aurait été plus pertinent, même si on devait faire Pellistri aussi. Donc oui, s'il part, je pense que tu le remplaces. Après, tu le remplaces avec une manne financière limitée. Hein. Ça, c'est un débat, Marlon, qu'on aura peut-être en janvier, d'ailleurs. Oui, bah, sûrement, sûrement. J'espère pas, pour le coup, Oui, j'espère pas non plus. parce que j'aimerais que Memphis reste jusqu'à la fin de la saison, quitte à le perdre pour 0 € à la fin de la saison. Au moins l'OL aura beaucoup plus de chances de retrouver l'Europe. Donc je le souhaite de tout cœur qu'il reste à l'OL. Dernier petit sujet de débat qu'on pourrait avoir avant de passer à la preview du coup très rapide qu'on fera sur Monaco. Je ne sais pas si vous avez vu, apparemment, il y a déjà des réflexions sur le possible prochain coach de l'OL. Apparemment, Rudy Garcia n'ira pas au-delà de son contrat qui se termine le 30 juin 2021. Il y a 2 coachs qui sont très appréciés en interne. Ce serait alors déjà Christophe Galtier, qui est bien en poste à Lille, à voir s'il serait prêt à quitter le LOSC pour venir ici. Et il y a aussi Lucien Favre, qui lui est dans un autre délire, on va dire, et qui est forcément très apprécié au sein de l'OL depuis son départ de Nice. Hein. Même avant. Ouais, Même avant, bien sûr. Hein. Est-ce que pour vous, c'est ces 2 candidats crédibles et est-ce qu'il y a des noms qui devraient être sur cette liste-là des coachs très appréciés en interne? Est-ce qu'il manque des gens, quoi? Pour moi, ce sont 2 candidats très crédibles. Pour différentes raisons, parce que Galtier, on sait que Olas l'apprécie, on sait que le club l'apprécie en général. Et Lucien Favre, c'est pareil. Donc pour moi, c'est 2 candidats très crédibles. Après, le problème de Galtier, c'est que il a un contrat quand même. Alors même si Campos va partir, est-ce qu'il va y avoir en fin de saison un chamboulement? Galtier n'est pas lié à possible. Campos, je pense. Hein. Il n'est pas du clan Campos. Oui, voilà, mais je veux dire, est-ce que va y avoir quand même une fin de saison un peu chamboulée côté Lille? Je sais pas. Favre, je sais pas, il est en fin de contrat, Favre, non? Ouais. Bon, voilà. Est-ce qu'il va vouloir se relancer sur quelque chose? Pourquoi pas, hein? Bon, ça mais c'est 2 candidats crédibles. Après, sur les autres candidats, avec les Sianis, vous donnez des trucs. Ouais. Mon intervention elle sera toute petite, donc vas-y Yanis, je te laisserai après. Donc à mon avis, pour Fab, il faudra absolument la Ligue des Champions, il me semble, pour avoir Fab, pour pouvoir rêver. Sinon, ce sera très compliqué. Déjà que la première fois, ce que j'ai pu entendre quand on cherchait le successeur de Hubert Fournier, il me semble. Donc, on a sondé Favre, mais Favre lui-même, il n'était pas vraiment intéressé par l'Olympique Lyonnais à cette époque. Et voilà, on sait, l'époque, elle était peut-être un petit peu compliquée. Donc, à mon avis, il faut vraiment que le projet soit attractif. Il a passé plusieurs années à Dortmund, qui est un projet quand même assez ambitieux. Et donc, il faut que le projet qu'on lui présente soit au moins aussi ambitieux. Donc, un Noël en Europa League ou un Noël pas du tout en Coupe d'Europe, là, ça va être compliqué là de chercher mieux qu'un Galtier. Ouais, pour Galtier, effectivement, je pense il représente une espèce d'assurance et de sûreté au sein du club, hein, apparemment. Donc, vu que effectivement, il connaît très bien la Ligue 1, il est français, donc il va travailler dans les clous, il va travailler dans une espèce, il va amener une espèce de sécurité en sachant que effectivement, il fait du bon travail à Lille. Et moi, qui suis pas fan de base de Galtier, il faut avouer qu'il a créé un très beau collectif à Lille. Après, moi, je suis pas fan de Galtier pour X raisons, notamment que je pense que ça reste un entraîneur qui même s'il fait du très bon travail à Lille, est un entraîneur qui a des principes de base qui ne sont pas les plus correspondants à l'OL en termes de jeu, et que c'est un entraîneur qui de base est très frileux. Il a quand même beaucoup évolué à ce niveau-là, donc on va avoir, mais c'est un entraîneur qui de base est frileux et qui sort pas non plus
C'est le meilleur entraîneur français peut-être, mais vu la concurrence en termes d'entraîneur français, c'est pas non plus le plus visible. Et pour Lucien Favre, totalement d'accord avec ce qui a été dit par Yaman et par Olivier. Lucien Favre, il avait failli venir quand Fournier était venu, mais c'était plus un problème de timing, ce que Lucien Favre avait d'ailleurs expliqué, où il était encore sous contrat avec Gladbach, même s'il n'entraînait plus avec eux, donc il y avait des problèmes contractuels. Et lui, il avait besoin psychologiquement, mentalement, il n'était pas du tout dans l'esprit de reprendre un club en cours de saison. Ensuite, on sait ce qui s'est passé. Genesio a fait son intérim qui était réussi. L'OL a même pas cherché à comprendre et l'a prolongé. Et c'était même Lucien signe à Nice et finit devant Genesio la saison d'après. Mais Lucien Favre serait une très belle option parce que c'est un des entraîneurs les plus intéressants, je pense, sur le marché. Il n'est pas parfait, mais quel entraîneur l'est, en sachant qu'à Dortmund, c'est un peu compliqué pour lui en ce moment. Ça fait un peu grincer des dents de droite à gauche. Mais c'est un entraîneur avec une très très grosse valeur ajoutée tactique, qui fait beaucoup progresser ses joueurs, qui crée des collectifs en général très cohérents et très souvent très séduisants. Et qui sait lancer des jeunes et faire progresser les jeunes. Ça peut coincer à un moment au bout de 2-3 ans, par contre. C'est un peu le cas à chaque fois. Il peut être crispant au bout d'un moment, très clairement. C'est ce qui s'est passé en général. Enfin, à Nice, pas trop, ça va. Mais c'est ce qui s'est passé en tout cas en Allemagne avec le Borussia Dortmund. C'est ce qui se passe actuellement. Parce que Borussia, ils sont aussi dans cet entre-deux où c'est une équipe très ambitieuse, mais qui se heurte au fait, à la réalité du fait que le Bayern Munich, c'est très difficile d'aller les chercher. Ouais. Et Dortmund veut aller chercher ce titre, mais il manque toujours quelque chose. Et ce quelque chose, Lucien Favre n'a pas réussi à l'amener. Maintenant, si on sort de ces deux noms, effectivement, il y a des noms qui peuvent ressortir d'autres. On peut penser sur des avis perso, là, c'est pas une info, à des entraîneurs comme De Zerbi, qui est très très bon en Italie. Et ce qui est la référence aujourd'hui pour moi, ça va être les entraîneurs allemands. Donc Nagelsmann, c'est beaucoup trop haut, effectivement, mais du Marco Rose, par exemple. Ce sont des entraîneurs qui font du très très bon travail et qui ont des philosophies de jeu très modernes et très intéressantes et qui apportent beaucoup de modernisme et une approche du jeu dont on rêve à l'OL, parce qu'à l'OL, on n'a pas eu de professeur du jeu en termes de coach depuis longtemps. Maintenant, ce qui est là une info, c'est que Juninho est fan de Sampaoli. C'est un grand fan de Sampaoli et il l'est depuis longtemps avant même de venir à l'OL, et que lui, effectivement, s'il a laissé le staff à la fin de contrat jusqu'en 2021, c'est qu'il a l'envie d'avoir un entraîneur qui ramènerait tout son staff avec lui pour travailler. Sampaoli est dans sa liste. Est-ce qu'il aura le pouvoir, la possibilité d'actionner les leviers et l'influence pour convaincre d'amener Sampaoli, parce que on sait qu'en face il y aura Ponceau, il y aura Aulas, il y aura le bras droit Houillet qui vont forcément être réticents parce qu'ils sont un peu plus vieux jeu, et que Sampaoli c'est l'élève de Bielsa, c'est la folie argentine, c'est l'entraîneur un peu fou. Mais Sampaoli est très aimé de Juninho, et c'est une option qui, je sais, plaît à beaucoup, et notamment à notre camarade Joël, qui est une option très très pertinente pour moi, dans le sens où tu fais un virage à 90 degrés, à 360 degrés, non, à 90 degrés au niveau du jeu, et tu prends un entraîneur qui est très clairement quelque chose qu'on n'a jamais eu. Donc, si on devait faire une liste aujourd'hui, ce serait Galtier, Favre, Sampaoli, pour les trois noms qui ressortent le plus. Gallardo est aussi sur la liste, mais je crois savoir que les retours en termes d'être humain ne sont pas assez bons pour être considérés, mais Sampaoli, c'est la petite. C'est un moment que Gallardo doit partir, mais qui part pas aussi. Hein. Ouais, c'est très clairement. Mais je crois qu'au niveau humain, ça coince. Les retours au niveau humain, ça coince, mais c'est un super coach apparemment. Ça, mais Sampaoli, je peux vous dire que il n'y a pas de garantie que ça réussisse, mais il y en a aucune avec aucun coach. Est-ce que Juninho joue s'il prend Sampaoli, il joue sa dernière carte ou... Si Sampaoli échoue, c'est vrai qu'il serait très très fragilisé si tu prends Sampaoli et qu'il échoue. Mais il faut le mettre avec un staff, quoi, parce qu'il faut pas. Oui, de toute façon, je pense que cet été, le coach qui viendra avec son staff, en théorie. Donc, Sampaoli, je pense au début du printemps qu'on commencera à y voir un peu plus clair. Parce que je pense que ça a été sous-entendu un peu par Juninho ou par Aulas, je ne sais plus exactement, c'est-à-dire que voilà, même si le contrat de Rudy Garcia se termine fin juin, mais on doit savoir ce qui va se passer la saison d'après. On doit le savoir avant, on doit se préparer avant. On va pas attendre que le contrat de Rudy Garcia se termine fin juin, et ensuite on va aller chercher, voir qui est disponible, qui veut venir, qui peut ramener son staff. Ça dépendra de notre situation sportive aussi, hein, si on est en Coupe d'Europe, comme tu l'as dit tout à l'heure, Yaman. Aussi, voilà. Je pense que selon notre situation sportive, on aura les premiers bruits, les premiers contacts, les bruits si ça sort. Je pense courant mars, ça devrait déjà s'activer, hein, parce que on peut pas contacter. On sait que Garcia va partir en juin, au plus tard.
on peut pas contacter en tant que club des entraîneurs dès maintenant parce que ce serait trop tôt, prématuré, et parce que on peut pas présenter un projet à l'entraîneur en lui disant la saison prochaine on est en Champions League, on est en Europa League, on n'a pas de Coupe d'Europe. Donc ça va dépendre de notre saison aussi. Mais c'est un virage très important l'été prochain à ce niveau-là. Il va falloir que le club se structure enfin au niveau du coach et du coaching staff. Ouais. Après, il y aura sûrement le bon Gourvenec qui va revenir. Donc, Ouf, non, mais je pense que, bref. Roland Courbis. Roland Courbis. Les amis, c'est avec un froid dans le dos qu'on va vite finir cette émission parce qu'il est déjà 21h. Juste avant de finir, rapide pronostic selon vous entre l'OL et Monaco. Monaco qui est à la 8e place avec 11 points et donc Lyon à la 9e avec 10. Donc ça risque d'être quand même un match très serré. Votre pronostic très rapide, les gars. Est-ce qu'on peut rappeler l'horaire du match? Je ne sais même pas. Alors, excuse-moi, je te dis ça tout de suite. Je t'ai collé une colle là. Non, mais bien. Ça doit être quoi, un dimanche? C'est pas le match du dimanche soir, 21h? Ouais, ça doit dimanche, sûrement être ça. Ouais. Enfin, après, peut-être pas. Non, c'est exactement ça. Dimanche prochain, 21h. Du coup, grande affiche de cette Ligue 1, un pronostic. On sait que Monaco est une équipe en difficulté quand même. Alors, elle est c'est un peu comme nous. En fait, il y a l'impression que ces matchs sont un peu bordéliques. Voilà, c'est un peu bordélique. Ça prend des rouges, ça prend des buts. Donc, ça va être très intéressant de voir ce match. Ou alors, je pense pas que ça sera aussi chiant que l'OL-OM. Mais ouais, il y a quand même de la qualité à Monaco. Hein, donc, ouais, je dirais une victoire d'un but de l'OL, mais ouais, je suis pas hyper confiant non plus. Hein. Ouais, c'est pour enchaîner, ouais, effectivement, Monaco c'est une équipe qui se saborde assez facilement, mais qui a notamment défensivement, mais qui a quand même des qualités, hein, comme tu l'as dit. Hein. Ils ont des très bons joueurs et ils font des choses intéressantes. Ils font un peu plus de choses intéressantes dans le jeu quand je les vois jouer que l'OL, mais ils sont tout aussi bordéliques et capacité de se saborder. Ben Yedder peut faire très mal pour le coup. Ben Yedder peut faire très mal et même au milieu, Golovin, je sais pas s'il sera là, mais c'est un super joueur. Cette saison avec l'OL, je suis jamais confiant parce que j'ai une très petite estime de notre capacité collective. Je vois un match nul personnellement, avec des buts effectivement, mais un match nul. Alors, si je dois terminer, donc pour moi, connaissant l'OL depuis des années, je pense que que le match se jouera en fait en fonction de la titularisation ou l'entrée en jeu ou non de Willem de Bels. Donc s'il va jouer, c'est fini pour lui. S'il ne joue pas, effectivement, il y a des chances et je vois peut-être un petit 2-0. D'ailleurs, ça dépendra aussi, je sais pas que ça dépendra, mais je me demande aussi Oussama Aouar, après sa blessure au genou, qu'est-ce qu'il devient? Moi j'ai revu le match tout à l'heure et j'ai vu que sur l'action, le staff dit que c'est bon. Dit que ça allait, donc bon. Le staff dit que c'est bon, donc il n'est pas là pendant ce Non, mais a priori, je veux dire, on n'a pas eu de nouvelles, donc il doit pas y avoir. Ouais, je pense que c'était un coup. Je pense que c'était une béquille ou un coup. Ouais, voilà. Parce que je le sens bien dans ces petits matchs comme ça, contre Monaco, tout ça, je vois bien avoir mettre un petit but là, s'il est là. Ouais, c'est possible. Ou alors Dembélé pour se relancer. On peut bien respirer, quoi. Ou alors il attend Saint-Etienne, peut-être. Sans parler du LOSC. Après, bon, ça sera encore un autre pote. Mais ce qui sera intéressant, c'est déjà avant le match, c'est de voir la composition, justement, par rapport à notre débat tout à l'heure. Qu'est-ce que va faire Guy? Est-ce qu'il va remettre Maxence? Est-ce qu'il va remettre Bueno Et dans quel tactique déjà qui reviendra de Covid et de je sais pas quoi, là, faut voir. Est-ce que Ben Lamry va rentrer et mettre le coup de tête victorieux sur corner? Est-ce que Moussa Dembélé sera dans la compo probable, mais en finale sera sur le banc? Écoutez, je pense qu'on aura la réponse à toutes ces questions la semaine prochaine. En tout cas, c'est ce qu'on va faire. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine. On va se quitter là-dessus. Je tiens à remercier mes deux intervenants du soir, Olimas et Yaman. Merci à vous d'avoir participé, les gars. Plaisir. C'est malin, avec plaisir. Plaisir partagé, comme d'habitude. Vous êtes d'excellents clients, comme d'hab. Rien à dire, franchement, rien à dire. D'habitude, je fais toujours des petites vannes, tout ça, mais vous êtes trop forts, les gars, franchement. Voilà. Vous êtes au top. Vous êtes au top. Merci Yanis d'avoir été là. Merci à toi, merci à vous et merci à tous ceux qui ont suivi le live. C'était cool. Et puis, on se voit jeudi, nous, Marlon. Écoute, on se voit en rédac du Club des 5 pour débriefer l'Europa League tous ensemble. Très heureux de pouvoir faire tes graphes, Yanis. On espère. Et du coup, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je rappelle juste quand même que cette émission était dédiée
à Noah, qui, je rappelle, nous a quittés il y a un peu plus de 2 semaines dans un terrible accident de voiture. Courage à sa famille. Voilà, courage à sa famille. On souhaite à Noah de reposer en paix là où il est maintenant. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à 20h comme d'habitude. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Bonne nuit les gars. Ciao. Ciao.